Alors, on va passer à la table ronde suivante, ou plutôt à l'enchaînement de deux moments très importants, puisqu'il s'agit, avant que nous revenions sur l'innovation, sur les départements terres d'innovation, d'évoquer cet été très difficile que vous avez vécu, que beaucoup de départements, et notamment des départements qui ne devaient pas forcément s'y attendre, avec la sécheresse, le changement climatique et les incendies de forêt. Donc on est totalement sur la problématique de la gestion des services incendies, de leur capacité aujourd'hui ou non à répondre aux défis auxquels vous êtes confrontés, et en particulier évidemment avec les feux de forêt dans les régions où il n'était pas de tradition d'en avoir de si violents. J'appelle donc les présidents de conseils départementaux qui vont participer à cette première table ronde. La France brûle les départements en feu. S'ils veulent bien me rejoindre. Florence Dabin pour le Maine-et-Loire, Clément Pernaut, le Jura, Martine Vassal, les Bouches-du-Rhône, Kléber Mesquida de l'Hérault et Jean-Luc Glaise de la Gironde, s'il vous plaît. Je vous en prie, par ici. Voilà. Et nous accueillons donc la ministre déléguée auprès des deux ministres de l'Intérieur et de la Transition écologique, Madame Caroline Cayeux, chargée des collectivités territoriales, qui est donc notre hôte cet après-midi. Alors, de la même façon que nous l'avons fait pour les tables rondes précédentes, nous sommes en ligne cette fois avec un de mes confrères journalistes scientifiques qui suit ces questions de changement climatique, d'évolution de l'environnement depuis une trentaine d'années et qui est aujourd'hui donc journaliste scientifique au magazine Science et Avenir, Loïc Chauveau. Bonjour Loïc Chauveau, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour, alors, je vous entends bien. Évidemment, vous n'allez pas raconter aux présidents de conseils départementaux qui l'ont vécu et à leurs sapeurs-pompiers et à leurs équipes opérationnelles qui les ont combattus, ce qui s'est passé cet été et les feux de forêt. Mais votre ancienneté sur le sujet vous autorise à évoquer la tendance, l'évolution au fond et ce à quoi aujourd'hui il faut se préparer. En parallèle, évidemment, c'est votre réflexion de celle qu'ils mènent eux-mêmes et sur laquelle on reviendra. Loïc Chauveau. Oui, effectivement, bon, Science et Avenir, je vais vous présenter un petit peu. C'est un magazine de vulgarisation le plus vendu en France et c'est également le site web exclusivement consacré aux sciences le plus lu avec 5 millions de visites tous les mois. On suit l'actualité au quotidien, mais nous regardons également et surtout toutes les études, les enquêtes, les publications scientifiques qui suivent les événements dans les mois qui suivent et qui les expliquent. Parce que tout simplement, la science épouse une temporalité autre que l'actualité. Eh bien, c'est le cas pour les canicules et les incendies de cet été. Et les enseignements commencent seulement à en être tirés au niveau scientifique. On sait que les méga-incendies, c'est des événements extrêmes, brutaux, limités dans le temps, mais ils prennent leurs origines des mois, des années, des décennies auparavant. Les climatologues ne regardent pas les incendies. Ils regardent avant tout les teneurs en eau à la surface du sol et dans les premières dizaines de centimètres de terre qui sont occupés par les racines des plantes. Car c'est le cycle de l'eau qui les intéresse. Selon les modèles qui sont développés depuis maintenant une trentaine d'années, depuis le début du GIEC en 1988, le changement climatique bouleverse le cycle de l'eau. Et donc, il s'agit de mesurer les perturbations, par exemple pour les moussons africaines et asiatiques pour les tropiques, quand elles commencent, quand elles finissent, leur intensité. Et pour nos latitudes, la pluviométrie, leur intensité et leur fréquence, et les périodes de sécheresse également en intensité et en durée. Alors, les modèles ne disent pas qu'il va même moins pleuvoir, a priori. D'ailleurs, s'il y a plus de chaleur dans le système océanique et atmosphérique, cela veut dire plus d'évaporation et plus d'eau. Mais les précipitations vont être moins étalées dans le temps, plus courtes, plus violentes, on commence déjà à le sentir, et par conséquent, les périodes de sécheresse vont s'allonger. Alors, je vais faire un petit point, juste revenir au niveau de l'arbre, au niveau de la feuille. Avec le manque d'eau, les plantes doivent faire un arbitrage. La surface de leurs feuilles est en effet parsemée de petits trous qui servent à deux choses. Capter à la fois le CO2 de l'air pour la synthèse
la photosynthèse, produire de la cellulose et croître. Ouais. Et également, c'est leur système de respiration, d'évapotranspiration. Donc c'est par là qu'est relâché l'euro, qu'elles ont capté dans le sol grâce à leurs racines. Je suis désolé, je reviens à des petites bases comme ça, mais ça explique un petit peu pourquoi ça brûle après, au bout du compte. Donc en période de manque d'eau, les plantes referment leurs stomates pour ne pas perdre l'euro et se dessécher, et ce faisant, elles stoppent leur croissance. C'est ainsi que ça s'explique. Bon, pour les arbres, c'est moins visible, mais les faibles récoltes en blé et en maïs qui ont été enregistrées cette année. Les plantes ont fait un arbitrage, elles ont fermé leurs stomates, elles ont fait des grains moins remplis et moins de grains. Pour les arbres, ça se traduit par une vigueur moindre et ça se lit dans les anneaux de croissance. Et c'est la dendrologie, les arbres enregistrent tout au long de leur vie la météo annuelle. Cette année, la sécheresse a été telle que les arbres sont devenus aussi secs que des allumettes, ils n'avaient plus d'eau. D'où la vigueur des incendies et leur survenue dans des régions comme le Maine-et-Loire. Le Maine-et-Loire, c'est mon département d'origine, donc je suis assez surpris de voir qu'il y a des grands incendies dans ce département quand même très arrosé. La Manche ou le Jura aussi. Je me souviens d'un incendie au lac de Voutglan il y a 4 ans qui avait beaucoup surpris et choqué les gens. Alors, la teneur en eau dans les sols est désormais bien connue. On la mesure, elle est enregistrée par des constellations de satellites, comme les Américains GRESS ou MODIS, ou les Européens Sentinelle du programme Copernicus. Et donc, ces satellites produisent à l'échelle mondiale, tous les 10 jours, avec une résolution dans l'espace et complétée par une série temporelle à long terme, l'état de la végétation, les cultures et le cycle de l'eau. Donc, les scientifiques, les climatologues ont une bonne idée de la sécheresse des sols. Et à partir de là, de l'état de la végétation. Et certains d'entre eux nous parlent même de risques là, de sécheresse à 4 ans, c'est-à-dire 4 années de suite de sécheresse, par exemple, à partir de cette année. Oui, c'est effectivement une probabilité, ce qui serait une vraie catastrophe. Mais ce sont des résultats encore qui sont très discutés. Alors, la différence, et là où c'est important, c'est de savoir si on a vécu une année avec une météo exceptionnelle. Après tout, on pourrait dire que 2022, c'est une occurrence, comme on dit pour les inondations centenales, ça n'arrivera que tous les 100 ans ou les 150 ans. Ou bien est-ce qu'on est devant une manifestation du changement climatique? Et là, si c'est il y a peu de contestation. Une tendance de fond, oui, il y a de quoi s'inquiéter. Et donc, il y a un groupe scientifique qui a été créé en 2015 qui s'appelle le World Weather Attribution. Beaucoup de Français travaillent, d'ailleurs, Philippe Siey au CEA, par exemple. Et la mise en commun de la puissance des calculs des centres météo dans le monde entier, c'est ceux qui servent à la prévision du temps, permettent de faire un exercice de comparaison. On prend l'année 2022 et sa teneur en gaz à effet de serre qui est de 420 parties par million par mètre cube d'air de molécules de CO2, donc ppm, et l'année 1850 où cette teneur était de 280 ppm. Vous voyez, on est passé de 280 à 420 ppm, et c'est ça qui est le réchauffement climatique, l'augmentation des teneurs de CO2. Et les résultats sont tombés le 5 octobre, donc on a de la chance. C'est tout récent. Les résultats, les voici. Les conditions de sécheresse et de température que nous avons vécues cette année avaient beaucoup moins de chances d'arriver au début du siècle, et ce, malgré la canicule de 2003. Loïc Chauveau. Je vous en prie, vous finissez sur cette démonstration. Et je voudrais vous amener face à des patrons de services incendie qui sont ici. On va avoir le rapport de la mission Flash dans quelques instants, commandé par DF. Sur les solutions, sur ce que vous voyez comme solution face à ce constat qui est aujourd'hui incontestable. Alors, la solution, elle est dans l'adaptation, tout simplement. Alors, elle est très difficile, pour la forêt, elle est très difficile à mettre en œuvre, bien qu'elle soit commencée, c'est de songer à planter des espèces d'arbres qui soient plus adaptés à un climat plus chaud et plus sec. Alors donc, le réseau à force, par exemple, du Centre national de la propriété forestière et de l'INRAE, a planté des parcelles un petit peu partout en France avec des espèces plus résistantes pour voir comment elles s'adaptent. Alors, vous voyez que c'est très très long parce que quand on est forestier, on plante pour que ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants récoltent, et que là, on est dans une grande difficulté. Il faut s'adapter. Il y a à la fin, sur les solutions aussi,
En décembre, une réunion internationale, la COP15 à Montréal, sur la biodiversité. On va y parler de solutions basées sur la nature, c'est-à-dire d'utiliser la nature pour diminuer le risque. Et je prends un exemple, par exemple, c'est sur la forêt landaise. Elle a été plantée sur des marais qui étaient considérés comme insalubres, mais qui retenaient l'eau. Et aujourd'hui, il reste encore quelques lagunes le long de ce qu'on appelait le triangle landais, Oui. qui ont perduré. Alors, peut-être qu'on a trop asséché et qu'on pourrait peut-être profiter pour avoir plus de résilience de cette forêt landaise, d'avoir des surfaces de ces marécages, de ce qu'on appelle ces lagunes, un petit peu plus importantes, qui permettraient d'apporter de la fraîcheur aux arbres. Voilà d'une solution. La gestion des massifs et des essences, donc les stratégies dans les choix, la gestion de l'eau aussi, c'est peut-être des sujets qu'aborderont ici les présidents de conseils départementaux. Merci à vous en tout cas pour cette intervention. Je rappelle donc que vous êtes journaliste scientifique au magazine Science et Avenir, Loïc Chauveau. Merci de votre intervention. Alors, je voudrais me tourner, merci pour lui, vers des présidents de départementaux qui ont vécu des choses considérables cet été, et qui n'étaient pas fondés au départ, parce que le Jura, le Maine-et-Loire, à vivre ce que vous avez vécu. Président Pernaut, peut-être, si vous voulez bien, le Jura, vous m'avez raconté, avec toute l'émotion que ça suscite encore chez vous, la façon dont vous avez lutté, mais aussi la surprise que ça a été tout de même si ça fait des années que vous voyez arriver les choses. Président Pernaut, décrivez-nous un peu ce que vous avez vécu cet été. Non, mais c'est vrai que dans un département comme le nôtre, il est clair que lorsqu'on parlait de feux de forêt, ça nous préoccupait principalement parce qu'il fallait qu'on envoie des renforts vers le sud, vers les régions normalement plus touchées. Et là, cette fois-ci, c'est le département du Jura qui a connu un feu d'une ampleur à peu près similaire à celle qu'on peut connaître dans le Midi. Et ce fut une véritable surprise, oui, parce que ça a nécessité une mobilisation en hommes, en moyens considérables. Et à partir de là, on était donc dans une situation pour nous totalement nouvelle. Alors, le côté positif de cette affaire-là, c'est qu'il y a eu une réaction efficace, si je puis dire, puisque cette affaire a été soldée en une dizaine de petits jours et que on a donc vu une réactivité, mais qui s'est construite aussi avec des solidarités. Il faut que les choses soient claires. Si le SDIS 39 s'est largement mobilisé, on a eu et je profite de l'occasion pour remercier tous les présidents de conseils départementaux et tous les présidents de SDIS qui se sont associés à notre misère, puisque 13 départements se sont mis en mouvement pour venir jusque dans le Jura. On a eu également les renforts donc aériens d'État. Et puis, on a eu une mobilisation assez impressionnante et qui a suscité beaucoup de réactions, et pour nous, beaucoup d'émotions. C'était celle des agriculteurs qui, bien sûr, étaient atteints quelque part par ces feux, puisqu'il y avait des risques pour leur patrimoine. Mais ceci étant, il y a une mobilisation large, nombreuse. Elles sont venues avec tous leurs moyens, ce qui a aussi posé quelques problèmes. Mais enfin, force a été de constater que cette solidarité a bien fonctionné et que l'affaire a été relativement réglée rapidement. Alors, cette mobilisation, le surcoût qu'elle représente, la question de la gestion des massifs, ça va être un sujet, on y reviendra. Et puis les agriculteurs. Et pour l'instant, vous êtes sobre et, je dirais, positif, mais vous me disiez en préparant le coût que ça représente, les agriculteurs. Est-ce qu'ils vont être indemnisés, les agriculteurs? Toute une série de questions qui vont revenir. Madame Dabin, peut-être de votre côté, alors vous êtes un des départements les plus humides de France, les plus irrigués, le Maine-et-Loire, de l'eau, et pourtant... vous les avez vus, ces cours d'eau s'assécher, et puis ça a brûlé chez vous aussi. Et en effet, l'un des départements les plus irrigués, et pour autant on a vécu une tragédie, avec ce qu'il y a de positif, cette solidarité humaine qui a permis cette synergie entre tous les acteurs, naturellement l'ensemble de la famille des pompiers, les agriculteurs, comme le dit notre ami Clément Pernaut, et puis l'ensemble des élus, et l'ensemble également des bénévoles, des citoyens et des entrepreneurs, des commerçants qui se sont unis pour faire en sorte qu'il y ait immédiatement une action qui se mette en place. On a beaucoup appris
quelque part. On a appris sur nos manques, on a appris sur nos atouts. Nos atouts, naturellement, le grand professionnalisme de nos sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient volontaires. Nos fameux PATS, administratifs et techniques, qui se sont immédiatement aussi proposés, toutes celles et tous ceux qui ont laissé famille et vacances de côté temporairement et qui, par passion, par vocation, sont venus sauver des vies. On a cette chance exceptionnelle dans le département de Maine-et-Loire d'avoir protégé toutes les vies et toutes les habitations. Alors après, dans les manquements, clairement, on s'est rendu compte qu'on manquait d'engins, on manquait d'investissement depuis un certain nombre d'années et qu'il nous fallait être ambitieux justement dans ce plan d'investissement avec une fragilité financière. Je pense que je ne suis pas la seule présidente de SDIS à avoir une fragilité et une situation financière qui mérite d'avoir un accompagnement. Et puis, ça nous a permis aussi de voir à quel point on avait cette complémentarité sur cette force de frappe et d'attaque. On l'a dit, grâce aussi au travail qui a été fait par nos collègues président Glaise, entre autres, et le président Akari, pour voir à quel point il faut cette force de frappe terrestre, aérienne, cette complémentarité. Et là encore, il nous a fallu avoir un réseau en tant qu'élus pour faire en sorte d'avoir à la fois les bombardiers d'eau, à la fois les Dash, parce que j'aime quand même à rappeler que, alors c'est vrai qu'on a tous été très solidaires de nos amis, nous-mêmes, comme on a accueilli, sans les 350 pompiers, y compris ceux de Paris qui sont venus en Maine-et-Loire, on n'aurait pas pu, comme on dit, taper les feux dès le début pour s'en sortir. 2300 hectares dans le Maine-et-Loire qui ont brûlé. Mais c'est vrai qu'il a fallu se battre avec Paris pour obtenir justement des Dash, parce que quand on nous demande d'optimiser les moyens, c'est sûr que pour avoir fait partie aussi d'une équipe dès le début, parce que j'étais là dès les premières heures, on voit bien qu'on optimise les moyens. Le but, c'est qu'on réussisse ensemble et qu'ils ne traînent pas en Maine-et-Loire pour continuer à aller ailleurs où ça brûlait. Donc c'est vrai qu'on va, dans le retour d'expérience, je me permets de dire qu'on va avoir besoin d'avoir un travail collectif puissant d'investissement pour accompagner tous les SDIS de ce pays qui ont besoin vraiment d'avoir ce plan d'accompagnement, tant dans la formation de nos jeunes et nos moins jeunes, parce que nos volontaires ont aussi besoin d'avoir cette formation feu de forêt, mais encore une fois, d'avoir ce plan d'investissement dans les engins et de faire en sorte que tous les hélicoptères et les Dash ne soient pas situés uniquement à Nîmes, entre autres, mais on a aussi des sites. Moi, j'ai un Pélicandrome qui est prêt à accueillir. Bon, alors on va revenir sur ces points. On est entré petit à petit dans les différents sujets, les différents problèmes techniques, des dossiers sur lesquels vous voulez avancer. Madame la ministre, il faut que je rappelle à la salle comment les choses vont se dérouler, parce qu'on a deux temps. Un temps où on va décrire ce qui s'est passé et puis les sujets du coup que vous avez tenté d'aborder, que ça suscite, les problèmes que vous voulez régler. Et puis on aura le rapport du coup de la mission Flash. Vous venez de citer à la fois M. Glaise, le président Glaise, et puis le président Akari, qui ont mené cette mission Flash voulue par le président Sauvadet sur les feux de forêt et qui viendront dans le deuxième temps faire ce rapport avec vous, Madame la ministre, et vous répondrez plus encore avec Grégory Allione, le contrôleur général, qui interviendra dans quelques instants. On va poursuivre sur la description des sujets, mais peut-être qu'à ce stade, vous voulez dire un petit mot, au moins sur l'état d'esprit dans lequel ce sujet est traité ici, avant même d'apporter les réponses. Madame Cayeux. Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour saluer les présidents de départements qui sont ici à mes côtés, saluer l'Association des départements de France qui a organisé ce débat. Je pense qu'il est important parce que ce qui s'est passé cet été, c'est quand même quelque chose d'assez hors norme, avec un bilan lourd. Et je voudrais évidemment à mon tour, avant de commencer mes propos, rendre hommage à toutes les forces de la sécurité civile, qu'ils soient les pompiers, les pilotes, les sapeurs-pompiers, les pompiers volontaires, et les élus qui ont été au front. Et j'en ai eu quelques-uns au téléphone pendant cet été. Je me suis déplacée une fois. Mais vraiment, je voulais saluer l'ensemble des forces qui ont permis de lutter contre ces feux hors normes, avec un bilan lourd, 72 000 hectares brûlés, et à mettre en rapport avec un bilan connu dans d'autres pays, néanmoins, parce qu'en Espagne, c'est 250 000 hectares. Donc, c'est dire si les compétences françaises, aidées avec la solidarité dont a fait état la présidente du département du Maine-et-Loire, ont montré à la fois leurs compétences, à la fois leur courage, je crois qu'il faut le dire, et puis aussi la solidarité qu'il y a eu avec les partenaires européens d'ailleurs, qui sont venus, Monsieur le Président de la Gironde, qui sont venus donner un coup de main. Ceci étant,
ça n'enlève pas que si demain il faut s'organiser, il y a des réflexions qui sont lancées. Et je voudrais redire que le président de la République nous a chargé d'une mission, Gérald Darmanin et moi-même, pour préparer une réunion qu'il veut, il veut réunir tous les acteurs de la sécurité civile pour une réflexion peut-être d'une meilleure organisation, mais ça sera au président de la République de faire des annonces. Nous travaillons, et j'ai réuni d'ailleurs à plusieurs reprises en visio ou à Beauvau, les les syndicats, les associations départementales, les associations d'élus, les pompiers, les associations de pompiers, pour réfléchir sur le bilan de ces saisons, mais aussi préparer l'avenir. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Alors, le président Pernou nous disait les agriculteurs. Alors, il y a des sujets à la clé de la problématique agriculteur. Leur indemnisation, on l'a vu, leurs assurances aussi, les moyens aériens, évoqués notamment par la présidente du Maine-et-Loire. Faut-il, par exemple, en louer quand on est un département un peu plus éloigné, a priori, des problèmes? Une des questions que vous connaissez, bien entendu, et qui est posée. La question de la mobilisation et de la solidarité entre départements, mais aussi entre générations. Les jeunes sapeurs-pompiers, le volontariat, est-ce qu'il se maintient? Est-ce qu'il va perdurer dans le temps? Voilà un autre sujet. On peut peut-être continuer ce tour. Et alors, pardonnez-moi, Madame Vassal, mais vous qui êtes une habituée avec les équipes des Bouches-du-Rhône, je vais passer d'abord la parole à Kléber Mesquida et puis à Jean-Luc Glaise, peut-être. Président Mesquida, l'Hérault, c'est un département quand même de la façade méditerranéenne, donc on connaît ces sujets. Et là, cet été, finalement, vous avez été presque épargné, hein, enfin un peu comme les Bouches-du-Rhône, ça a été finalement chez vous, vous avez voilà, moins pire, dirait la présidente. Oui, moins pire, mais quand même, ça a été multiplié par 3, les surfaces brûlées. Bon, moi, je rappelle que l'Hérault n'est pas qu'un département littoral, c'est un département où il y a un tiers de forêt. Et quand je regarde les surfaces brûlables, au-delà des forêts, c'est beaucoup plus, c'est 53% de surfaces brûlables, si on prend les petites sur tout le territoire sur tout le territoire départemental. Donc, ce que je vais dire là, ça a été un choix historique d'un de mes prédécesseurs, qui a 4 décennies, qui a mis en place un dispositif spécifique qui n'existe que dans 7 départements de France, à travers des forestiers sapeurs. Je dis c'est un choix historique, mais c'est un choix aussi qui nous empêche de consacrer à d'autres politiques publiques les moyens que nous consacrons à ces dispositifs-là. Voilà. Parce que certains de mes collègues me disent « tu as des moyens ». Non, on a ciblé les moyens au détriment d'autres politiques publiques. J'insiste bien là-dessus. Oui, mais vous avez donc inventé en Hérault, il y a 30 ans, 40 ans... Il y a 7 départements de France qui ont mis en place des forestiers sapeurs qui travaillent toute l'année. Par exemple, dans l'Hérault, nous avons 105 forestiers sapeurs. Ils entretiennent 2020 km de pistes. Ils font des coupes-feux. Et l'été, ils sont dans l'ordre opérationnel de feux de forêt pendant 10 semaines. Et c'est eux qui sont les premiers intervenants sur 80% des départs de feu. Parce qu'ils patrouillent. Il y a 9 massifs. Avec des citernes. Avec des 4x4 et des petites citernes. Ils patrouillent. Ils font du travail l'hiver, mais l'été, ils patrouillent avec des 4x4 et des petites citernes. 80% des départs, ils sont premiers intervenants. Et ils sont là en 8 minutes. Donc ça veut dire que le feu n'a pas le temps de se propager. Donc il y a peut-être une première et petite explication sur le fait qu'on n'a pas un développement important. C'est une piste et une réflexion sans mauvais jeu. C'est une piste de réflexion. Mais encore une fois, ça a un coût. Au-delà de ça, l'hiver, on a des gros moyens, un bulle, des pelles mécaniques, des camions pour pouvoir faire des pistes, pour pouvoir faire des travaux d'importance. Et puis, nous avons fait le choix aussi, il y a 3 décennies, de louer une cellule aérienne. Donc, on a 3 avions qui sont à l'aéroport de Béziers. Loués par le département. Loués par le département. 2,4 millions. Encore un coût. Un choix qu'on ne met pas sur d'autres politiques publiques. J'insiste toujours là-dessus parce que ce n'est pas des moyens disproportionnés qu'aurait ce département. Ça a été un choix que j'assume et que je poursuis parce que mes prédécesseurs ont eu raison. Et la raison, c'est que quand on regarde l'impact des feux, ce qu'il faut tenir compte, c'est non seulement les feux qui ne sont pas propagés, mais c'est le coût du sauvé. Alors, je vais donner un seul exemple. On a eu un grand feu cet été qui allait encercler un village entier et allait le détruire, d'après les techniciens du SDIS. Bon. Et quand on a regardé, avec les moyens aériens, comment on a pu stopper ce feu,
Et l'impact qu'aurait eu si on n'avait pas pu le maîtriser, c'est 360 millions d'euros. On a préservé 360 millions d'euros. D'où ma réflexion. On a préservé le coût du sauvé aux assureurs, cet impact financier. Et j'en viens à une question de moyens financiers. La taxe sur les compagnies d'assurance. Alors on nous dit, oui, on va augmenter la part qui revient aux SDIS dans la TSCA. Sauf que cette part-là, elle est calculée sur le nombre de véhicules, le nombre de vignettes d'il y a 20 ou 30 ans. Le parc a augmenté, surtout dans un département qui a une démographie galopante, le parc de véhicules en corollaire a augmenté. Donc ce calcul est obsolète. Mais nous, dans notre département, nous mettons le double en dotation SDIS que la part de TSCA. Et je me dis, puisqu'on a évité autant de dégâts aux assurances, augmenter quand même de quelques pourcentages la cotisation des assurances pour ce fonds-là ne serait pas une mauvaise idée. Parce que voilà une nouvelle piste. Parce qu'on leur évite des dépenses, un seul feu, 360 millions d'euros. Et puis donc, Gérald Darmanin a été à Bercy, il doit savoir de quoi on parle, en l'occurrence. Autre élément sur le département de l'Hérault, et je me tourne vers la Gironde. Alors, bon, moi je termine sur la TSCA. Au fond, quand on regarde bien ce problème-là, que je schématise rapidement, il n'y a qu'une clé. C'est avoir le courage de mener cette réforme et l'audace de dire aux assurances, vous allez cotiser. Je comprends bien qu'ils vont se retourner sur les assurés. Bon, mais déjà, on les fait payer. La lucidité, c'est d'observer que beaucoup de départements n'ont pas les moyens et que si à travers cela, et puis l'équité, pour que tous les départements aient les mêmes moyens, vous l'avez cité tout à l'heure, vous n'avez pas de cellule aérienne, nous, on la paye. Bon. Mais si l'État prenait en charge la moitié des cellules aériennes sur un tiers des départements, j'ai comme ça estimé à la louche qu'un tiers des départements était potentiellement à risque. Bien, c'est 160 millions d'euros. Que représentent 160 millions d'euros pour aider à 50% des cellules aériennes dans certains départements qui le souhaitent, un tiers des départements, eu égard à ce que l'on évite comme dépense aux compagnies d'assurance. La question, elle est vraiment là. Comment financer nos moyens? Comment mettre en place des dispositifs complémentaires pour prévenir les feux, avec la défense contre l'incendie, et également des moyens pour intervenir sur les feux? Très clair. Président Pernaut, à propos des agriculteurs et des assureurs, vous vouliez insister sur un point, parce qu'au fond, ils sont intervenus avec leur bonne volonté, une certaine efficacité, mais sans coordination opérationnelle réelle, et avec des risques pour eux pas assurés. Oui, c'était un des problèmes, parce que ça a été un peu l'angoisse que l'on a eue pendant la lutte contre les sinistres, puisqu'on se disait, mais s'il arrive un accident, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, les choses se sont bien passées, donc, mais ceci étant, on n'oubliera pas le débat. Parce que si demain, on doit avoir, aux côtés des sapeurs-pompiers, des forces d'appoint, que ce soit des agriculteurs ou que ce soit d'autres catégories sociales, parce que ça pourrait être des industriels qui viennent avec leurs engins et autres. Si on doit avoir ce genre de complément pour lutter efficacement contre ces sinistres qui sont d'une importance peu habituelle, faut aussi admettre cela, eh bien, si on est dans cette logique-là, il va falloir envisager effectivement de nouveaux textes législatifs pour que les choses soient bien cadrées, parce qu'autrement, plus personne n'assumera la responsabilité d'un casse-10, je peux vous assurer. Bon, deuxièmement, il y a la formation. On a fait des retours d'expérience, on a fait venir les gens de RTE, donc tout ce qui concerne les lignes haute tension et autres. Eux aussi, ils étaient en panique quand ils ont su qu'intervenaient sur les feux des personnes qui n'étaient pas formées pompiers, oui, en se disant, mais est-ce qu'ils sont habilités, que vont-ils faire, quelles sont leurs actions, etc. Donc, vous voyez, ça pose un certain nombre de problèmes sur lesquels il va falloir que tout le monde réfléchisse sérieusement, quoi, parce que, alors, jusqu'alors, je pense que dans le Midi, vous avez trouvé un certain nombre de solutions par vous-même, si je puis dire. Mais si, effectivement, les évolutions du climat font que le problème devient général, quoi, national, eh bien, il va falloir des réponses très adaptées. Et, alors, pour rassurer mon collègue de l'Hérault, je veux dire que si lui, il a des dépenses particulières sur les problématiques de feux de forêt, nous, on a le déneigement, mon ami. Hein. Oh, Dieu sait que c'est cher aussi. Hein. Bon. Mais c'est la particularité des départements, ils sont différents. Alors, oui. Président Glaise, pardon, je vais venir à Madame Vassal, mais
vous allez intervenir avec le rapport sur la mission Flash. Est-ce que déjà à ce stade, avant qu'on se tourne sur la façon dont les Bouches-du-Rhône a finalement, grâce à son expérience, est un des endroits plus qu'expérimentaux depuis des décennies, et donc au fond qu'on peut présenter en exemple à certains égards. On y reviendra dans un instant. Mais vous, ce que vous avez vécu en Gironde, cet été, j'aurais pu commencer par vous. Je ne l'ai pas fait par courtoisie pour les autres, parce que vous allez parler beaucoup dans la table ronde suivante. Mais ce qu'a vécu la Gironde est évidemment une catastrophe considérable qui a frappé tout le pays. Oui, permettez-moi, je ne peux pas prendre la parole sur un débat comme celui-ci sans tout d'abord dire l'admiration incommensurable que je voue aux sapeurs-pompiers. Je profite de la présence du président de la Fédération pour lui dire combien la Gironde est reconnaissante à l'égard des sapeurs-pompiers de façon générale, évidemment ceux de Gironde, mais tous celles et ceux qui sont venus. Et merci aux 60 départements qui ont contribué à la défense incendie sur le territoire, ainsi qu'aux 6 pays européens qui sont venus. Merci sincèrement. Alors, la Gironde hors norme cette année, très clairement, dans une forêt qui, ne l'oublions pas, a toujours été une forêt inflammable. Je crois que nous avions peut-être perdu l'habitude de savoir que des feux d'ampleur pouvaient se produire sur notre forêt. N'oublions jamais ce qui a toujours marqué l'inconscient collectif du massif, les feux de 1949, qui avaient été majeurs, beaucoup plus d'ailleurs, 52 000 hectares et 89 morts. Nous étions véritablement à l'époque où les moyens n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour autant, il y a eu des feux qui se sont déroulés au fil des décennies, et c'est vrai que cette année, les feux ont pris une ampleur inégalée. Inégalée en raison de 4 paramètres. Et donc là, typiquement, qui illustrent le dérèglement climatique. Premier paramètre, des températures caniculaires sur 2 canicules successives et sur des durées longues. Deuxième paramètre, un taux d'hygrométrie qui parfois était inférieur à 10%, ce qui est catastrophique. Une végétation extrêmement sèche parce que insuffisamment arrosée pendant l'hiver et le printemps. Et un quatrième paramètre un peu déroutant pour nous, mais qui est plus connu parfois dans le sud, ce sont des vents tournants qui rendent tout à fait instable la propagation du feu. Il faut y ajouter un 5e paramètre malgré tout, qui est le fait que 2 incendies simultanés se soient déclarés. Et j'ai vu la vidéo des 10 premières minutes, enfin au bout de la 10e minute de l'incendie dit de l'Andiras 1, et déjà au bout de 10 minutes, l'incendie est hors norme. Il a pris en cime immédiatement, et donc évidemment se pose la question de la capacité d'emblée à essayer de le contenir, si ce n'est à l'éteindre, mais au moins le contenir. Et nous en arrivons là, mais je ne veux pas dévoiler le rapport, puisqu'on en parlera avec Andrea Cari après, mais nous en arrivons là évidemment d'abord à la question de la doctrine feu naissant, dont il nous est confirmé partout que plus l'intervention est rapide, c'est un peu comme une crise cardiaque, plus l'intervention est rapide, plus la chance de sauver quelqu'un ou d'arrêter un feu se produit. Et donc la question derrière des moyens. Je veux revenir une seconde quand même sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la question des essences. Il a été évoqué la plantation des pins maritimes, puisque nous sommes sur une forêt cultivée, qui d'ailleurs fut, avant le Moyen-Âge, une forêt naturelle, où il y avait déjà des pins, mais qui ont été coupés entre le Moyen-Âge et le XIXe siècle. Et au XIXe siècle, Napoléon III et Brémontier donc plantent des pins. Pourquoi? Tout simplement parce que les pins ont 2 caractéristiques, les pins maritimes. Un, ils poussent en sol pauvre, et nous sommes là sur des sols très acides et sablonneux. Et deuxièmement, sans vous faire un cours de géologie, vous avez une épaisseur de sable de 60-80 cm, 1 mètre. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle de l'allios, qui est une pierre extrêmement imperméable qui retient l'eau. D'où les marécages qui existaient avant. Et donc le pin a la capacité, avec un système racinaire horizontal, de capter l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est relevé tout à l'heure, faut-il aujourd'hui continuer à assainir ou pas ce massif avec le dérèglement climatique? Nous avons perdu des lagunes d'ailleurs, qui étaient évoquées tout à l'heure, millénaires dans le cadre des incendies. Mais je pense que nous avons à réfléchir à la manière dont la résilience forestière a peut-être travaillé de façon différente pour faire en sorte à la fois de garantir un modèle économique sur une forêt d'exploitation, mais permettre aussi qu'elle soit moins inflammable, ou en tout cas qu'elle puisse mieux permettre l'intervention des sapeurs-pompiers. Madame Vassal, alors merci d'avoir patienté, mais les Bouches-du-Rhône, au fond, avec leur tradition d'effectifs de sapeurs-pompiers, de réflexion sur la doctrine et cette capacité à anticiper, un peu comme l'a fait l'Hérault, s'est organisée et très en pointe sur la question de la doctrine justement et sur la prospective. Comment est-ce que vous essayez aujourd'hui, alors vous avez eu un été, au regard de ce qui s'est passé ailleurs, voilà. Votre bilan de l'été et de ce que vivent les autres.
D'abord la solidarité. Donc, mes premiers mots sont pour mes collègues qui ont subi et qui n'ont pas l'habitude de subir ce genre de problématiques. C'est assez impressionnant. Mais bon, je peux vous dire aussi que l'eau aussi, c'est très impressionnant. Les inondations aussi. Et nous avons un département, les Bouches-du-Rhône, de 2 millions d'habitants qui a tous les risques, sauf celui d'avalanche. Mais par contre, quand chez nous il neige, alors c'est catastrophique, hein, parce que on n'est pas du tout équipé pour pouvoir C'est arrivé à Marseille. C'est déjà arrivé, notamment à Marseille. C'est assez catastrophique. Mais non, plus sérieusement, je pense que il faut qu'on se prépare au pire. Donc comme ça, au moins, on ne sera pas déçu. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui s'est faite cet été. Nous, malheureusement, on le fait depuis de très nombreuses années. Et le département est vraiment la bonne structure, la bonne institution pour justement être au cœur de la lutte contre l'ensemble des problématiques climatiques, que ce soit les inondations ou que ce soit les feux aussi. Donc ces feux, effectivement, nous avons mis en place, outre l'investissement important que nous faisons chaque année au niveau des moyens humains et aussi du moyen matériel, nous faisons également de la prévention. La prévention, d'abord chez les plus jeunes, au niveau des collèges, mais aussi de la prévention dans le grand public, parce que nous avons constaté que 98% des feux étaient d'origine humaine. Donc il est très important pour nous de sensibiliser chacun et chacune sur les gestes. Un truc complètement idiot, c'est qu'aujourd'hui, avec la loi E20, il n'y a plus de cendriers dans les voitures, et donc les gens jettent les mégots par les fenêtres. Et là, c'est catastrophique parce que c'est pratiquement les 3/4 de début des feux qui se font de cette façon-là. Nous sommes un des 7 départements où il y a également des forestiers sapeurs, où effectivement, c'est depuis très longtemps. Et ce que nous avons fait cette année, nous avons mis les forestiers sapeurs avec les pompiers en amont, donc sous la même délégation, pour qu'ils travaillent ensemble. Et on a fait une convention pour que les choses se passent plus facilement. C'est un travail qui se fait au fil de l'année. Nous avons également des services communaux avec beaucoup de bénévoles qui interviennent, qui servent aussi de vigie et qui servent aussi de contrôleurs. Donc il y a vraiment une forte mobilisation de la totalité des forces de secours. Alors nous aussi, on a loué un hélicoptère, mais on le loue chaque année, et on le loue parce que nous, on le partage avec la ville de Marseille, où on a une particularité, c'est que ce sont les marins-pompiers qui sont volontaires, et d'un côté, il y a les sapeurs-pompiers. Comme je dis régulièrement, le feu ne s'arrête pas aux limites administratives ni des communes, ni des départements. Donc c'est là où il faut qu'on travaille de manière concertée, et nous travaillons main dans la main, parce que justement, c'est important aussi de pouvoir travailler ensemble quand il y a une problématique. Je crois que l'expression « taper le feu d'entrée », je pense qu'il faut que ce soit un de nos leitmotifs. Donc nous le vivons depuis toujours. Dès qu'on arrête le feu, on a beaucoup plus de chances qu'il ne continue pas. Alors nous avons bien entendu des moyens terrestres, et l'État a les moyens aériens. En fonction des départements, on n'a pas les mêmes besoins. Nous, chez nous, ce sont les canadaires. Pourquoi ? Parce qu'on a des surfaces d'eau où on peut aller chercher l'eau et on peut mettre une quantité d'eau importante sur un feu d'entrée. Ce n'est pas le cas de partout, parce que des fois, les Dash sont mieux. Mais quand la problématique du Dash, c'est qu'il faut avoir le temps d'aller le recharger et puis qu'il revienne. Donc, si vous mettez 1 heure aller-retour, le feu, il a déjà galopé un maximum. Donc, les canadaires sont quelque chose de fondamental. Ils sont à Nîmes. Ils sont partis un petit peu plus loin parce qu'ils étaient à Marignane, ils sont partis à Nîmes, il y en a en Corse. Aujourd'hui, la problématique, c'est la commande des canadaires. Donc, où en est-on de cette commande-là ? Ce n'est pas la panacée, il faut la totalité, il faut des hélicoptères, il faut des Dash, il faut des canadaires. Mais aujourd'hui, le canadaire, on a un problème de formation de pilotes, on a un problème de pièces détachées, et c'est vraiment un outil, je pense que Jean-Luc peut en témoigner aussi, qui est extrêmement efficace. Donc là, il faut une forte mobilisation pour qu'au niveau de l'Europe, puisqu'il faut une chaîne assez importante de commandes pour pouvoir avoir ce type de canadair, donc là aussi, si on pouvait être un petit peu rassuré sur cette commande de canadair, ça nous aiderait énormément et ça nous permettrait de mieux dormir, notamment l'été. Martine Vassal, vous voulez faire, enfin c'est une idée en toute humilité, mais partager votre expérience finalement aux autres départements. Vous avez déjà des écoles de sapeurs-pompiers sur le département et vous voulez proposer aux autres, peut-être que Madame Damin, si demain
les Bouches-du-Rhône avaient une sorte de lieu d'échange, de laboratoire, d'école qui soit un centre de formation commun. Il y a déjà évidemment l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers qui est descendue dans le sud, qui était à Nainville-les-Roches autrefois, mais qui est bon. Si aujourd'hui, il ne faut pas le regretter, ils sont très bien à Aix. Qu'elle soit descendue dans le sud, je ne le regrette pas. Mais vous sentez des besoins précis sur lesquels vous pourriez partager, utiliser cette expérience, ces retours d'expérience offerts par le département des Bouches-du-Rhône? On voit bien à quel point, par rapport à ce qu'on a subi, vécu et partagé, cette chaîne de solidarité, elle a besoin aussi de concrètement s'incarner et durablement, parce que ce qu'on a vécu, on va le revivre, quoi qu'on en dise. Les climatologues sont très clairs là-dessus. Donc évidemment, moi, si c'est fait, que ça existe, j'aurai forcément un grand nombre de jeunes sapeurs-pompiers et de pros et de volontaires qui seront friands pour justement avoir ce partage. Parce que quand je vois tous ceux que j'ai pu avoir cet été, eux-mêmes ont dit que dans le cadre de leur formation, jamais ils n'ont vu des scénarios cumulés aussi dramatiques. Donc ce besoin de formation, il est extrêmement important, comme aussi le partage d'expérience. On parle aussi de la distance avec laquelle les fameuses premières 10 minutes sont cruciales. Moi, je remercie encore mon ami Dominique Leménaire, le président de la Sarthe, parce que ce sont des caméras vidéosurveillance de la Sarthe qui ont permis d'identifier le feu du 49. Résultat des courses, on a l'intention d'investir dès que possible, c'est-à-dire pour l'été prochain, mais c'est pareil, tout ça prend un temps conséquent, ce qui fait que tout ne sera pas doté pour le 49 pour l'été prochain. Mais voilà, plan d'investissement, priorité budgétaire. Mais pour ça, ça veut dire aussi qu'on a besoin que chacun, chaque collectivité, et que l'État aussi nous accompagne sur ses compétences. Je veux bien m'occuper d'une certaine partie au niveau des départements, mais je compte, Madame la Ministre, sur votre soutien, votre pugnacité aussi pour ne pas nous abandonner. Merci. Alors, Martine Vassal, présentez-nous d'un mot cette idée, ce projet de partage d'expérience que vous souhaitez développer dans les Bouches-du-Rhône. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la résilience. Donc, autant qu'on puisse le dire haut et fort, nous, on est à disposition. Donc, effectivement, nous avons sur notre territoire à l'École nationale des officiers des sapeurs-pompiers. Donc, ça peut également aider. Et nous avons des endroits, même dans des casernes, qui peuvent être mises à disposition, où les casernes sont équipées justement pour cette lutte contre les incendies. Et je le dis également sur les inondations. Et j'insiste sur cette partie-là. Parce que nous, en général, il ne pleut pas beaucoup, mais il pleut pas souvent, mais il pleut très fort. Donc, et quand ça tombe, il faut aussi, et je crois que l'eau est pire que le feu. Donc, c'est pour ça qu'il faut que la formation soit complète. Moi, je suis ravie que le département de France ait fait cette mission flash. D'ailleurs, nous avons décidé en bureau d'allonger le temps de la mission pour que justement il y ait un retour d'expérience beaucoup plus important. Donc, nous, on est à disposition, bien sûr, pour partager en toute humilité, bien sûr, nos savoir-faire et pour être force de proposition aussi pour expliquer comment utiliser les bonnes façons. Mais il y a une seule chose que je voudrais vous rappeler, Madame la Ministre, c'est que je vous disais tout à l'heure que 98% des sources qui sont humaines, il y a également ceux et celles qui mettent volontairement le feu. Et je pense que ces personnes-là ne sont peut-être pas assez... elles sont punies, certes, mais que leur punition ne sert pas d'exemple. Donc il faudrait peut-être le communiquer de manière beaucoup plus large, parce qu'aujourd'hui, nos héros du quotidien, parce que moi aussi je m'associe à ce que vient de dire Jean-Luc, parce que ce sont des hommes et des femmes extrêmement courageux qui partent le matin, ils ne savent pas comment ils vont rentrer le soir, se font aussi, parce que ce n'est pas uniquement les feux, c'est aussi le taxi rouge, donc ils se font aussi caillasser dans certains endroits, à certains moments, il y a des incivilités énormes, et je pense que la problématique de poursuite judiciaire, elle doit être aussi envisagée, parce que c'est un tout, pour aussi crédibiliser le métier et ne pas faire en sorte qu'il s'enfuit plutôt que de venir être sapeur-pompier. Avant, Madame la Ministre, qu'on passe à la mission Flash, un petit mot peut-être pour conclure cette première partie, et puis on passe à la mission Flash ensuite. Je vous en prie, Madame Cayeux. Tout à l'heure, vous avez parlé, Madame la Présidente, de prévention avec Martine Vassal. Moi, je voudrais saluer aussi l'exemple du sud de la France, où malheureusement, vous avez dû vous organiser. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a moins d'ampleur parce que les feux sont pris en amont, mais surtout, et je voudrais insister dessus, sur la prévention. Je pense que la prévention, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est
important, je dirais presque depuis le plus jeune âge. Et je pense qu'il va falloir qu'on travaille avec l'éducation nationale pour pouvoir, dès les écoles, les collèges, dès les lycées, apprendre ces gestes, ces bons gestes, apprendre le civisme, apprendre la vigilance, apprendre aussi une réaction citoyenne dans le cas des incendies. Et vous avez rappelé cette journée nationale de la résilience qui souhaite apporter des informations à nos concitoyens. Et puis, je pense qu'il faudra faire appel au service national universel parce que c'est une phase de découverte de l'engagement civique. Et je pense que ces jeunes-là devraient pouvoir comprendre ce que c'est que le développement durable, comprendre ce que c'est que la transition écologique et qu'il y ait une phase d'engagement au service de la sécurité civile. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, il faudra agir à la fois en prévention et puis évidemment agir en réaction et éviter un certain nombre de comportements. Moi, je peux imaginer l'angoisse des habitants qui ont été évacués dans de nombreux villages, dans de nombreuses communes. Et je pense qu'il va falloir aussi prévoir au niveau des permis de construire, de l'urbanisme, pour éviter d'avoir à déraciner des habitants de leur maison avec toutes les inquiétudes et les traumatismes psychologiques que cela engendre. Mais je pense qu'en France, j'allais dire, nous avons une compétence qui est importante, des talents et des courages qui sont inouïs. Et je pense que c'est en partant de ces expériences, de ce qui est enseigné à l'école d'Aix-en-Provence, que nous allons pouvoir résoudre ces incendies, j'allais dire, XXL, pour ne pas dire les méga-feux, parce que je sais que ça n'est pas une bonne expression, mais nous avons, je crois, de quoi répondre. Nous avons du matériel, il y a eu des moyens importants qui ont été déployés, que ce soit en termes d'avions, que ce soit en termes d'hélicoptères. Alors, on pourra revenir sur le problème des assurances, mais je mesure l'ampleur des budgets qu'il a fallu mobiliser, mais sauver des vies humaines, vous me direz, ça n'a pas de prix. Et là-dessus, ma présence ici montre que le gouvernement sera aux côtés des pompiers et deux tables rondes, je vais avoir le temps d'expliquer la position de l'État. Alors précisément, vous restez avec nous, et Président Anglaise aussi, si vous voulez bien, pour les conclusions du rapport de la mission Flash. Mais je voudrais qu'on remercie vos collègues, si vous voulez bien, qui sont intervenus dans la table ronde précédente, en vous demandant de rejoindre la salle, si vous voulez. Merci infiniment à tous.